Non, effectivement, il y a aussi le contexte politique et le contexte mondial qui jouent dans la lecture des choses. Donc, alors, il faut quand même qu'on puisse clarifier les choses. Je n'ai pas dit que tout a été fait sous Mouzito. Les choses ont été faites bien avant. Déjà, quand Kabila est Bien arrivé au avant, en pouvoir, 2001. oui, oui, il y a déjà eu des premières réformes qui ont été initiées. Et c'est dans la ligne de ces réformes que les choses ont eu à évoluer. Mouzito a joué sa partition. Matata est venu jouer sa partition. Sami Badibanga a joué la sienne. Chibala, jusqu'à ce qu'on ait Lunkamba et Sama, aujourd'hui Madame Soumino. Donc, c'est dans la ligne du temps que tout s'inscrit. Mais bien sûr, il y a des différences dans les méthodes de travail et il y a aussi des différences dans les méthodes de communication politique. C'est aussi très important parce que la communication est un élément important. Matata avait sa façon de travailler qui a été présentée. On parle de sa rigueur, de sa discipline, Oui, sa ponctualité. Oui, la ponctualité, c'est une chose. Et donc, il avait sa façon de travailler et il a aussi bénéficié de certaines choses, notamment l'annulation de la dette, qui est un élément qui a beaucoup conforté l'espace budgétaire de l'État. Au même moment aussi, il faut dire que les cours des matières premières ont augmenté parce que l'économie mondiale était dans une phase de reprise. Donc, tout ça, ça jouait aussi en la faveur du gouvernement. Et au même moment aussi, il faut dire qu'il y avait un accompagnement, un appui du président de la République. Le président Kabila l'a beaucoup accompagné parce que certains premiers ministres ont du mal aussi des fois à pouvoir réussir parce qu'ils ne bénéficient pas d'un soutien politique suffisant. Et je crois l'avoir dit dans une chaîne La Place et d'autres acteurs aussi l'ont dit, c'est que Mme Souminois a un grand background. Elle a travaillé avec nous dans les organismes. Elle a donc un profil. Elle est obtenue avant d'être nommée dans le gouvernement. Oui, donc elle a donc un background, mais il faudrait que l'on puisse laisser à Mme Soumina le temps de pouvoir justement mettre en œuvre ce qu'elle a comme idée. Mais si elle n'arrive pas à mettre en œuvre ses idées parce que justement la politique bloque ou parce qu'elle n'a pas un appui suffisant du chef de l'État, là ça va déranger. J'ai fait une étude sur terrain, j'ai vu des gouverneurs, des ministres en province, des acteurs du secteur privé dire que, par exemple, ils n'étaient pas informés de l'initiative du parc agro-industriel. Ils n'étaient pas informés. Comment vous pouvez concevoir un programme de développement sans consulter les acteurs? Les autochtones. Je suis allé là-bas. Ils ont dit que certains aussi m'ont dit clairement qu'ils ne savent pas c'est quoi le PDL 145 territoires. Je me rappelle, il y avait Makutano. J'ai posé la question au ministre du Plan à l'époque, Christian Mondo. Je lui ai demandé, est-ce que le PDL a été mise en harmonie avec les plans de développement des provinces, les PDP. Oh oui, mais je suis à la province, j'ai vu tout le contraire. Beaucoup de gouverneurs disent leur histoire. Alors c'est un projet bâclé selon vous? Mais l'évolution n'est pas très bonne du PDL parce que justement, il n'y a pas une forte appropriation au niveau local. Il y a des acteurs qui ne sont pas très impliqués parce que justement, ils n'étaient pas fortement impliqués. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs choses qui ratent parce que la manière de procéder pose problème. Il faut que la conception soit bonne, qu'on puisse aussi appeler les acteurs à pouvoir accompagner. Mais si on ne les implique pas à suffisance, ils se sentent laissés pour compte. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas avoir de très bons résultats. Ça, ce sont les difficultés. Donc, les problèmes, il faut les attaquer, les aborder. Et des fois, nous, on voit les problèmes et on les élude. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Si certains se trouvent sous le fait de projecteurs en faisant entendre leur prouesse dans différents secteurs d'activité, d'autres, par contre, sont dans l'ombre et jouent généralement un rôle prépondérant dans la conduite de la machine et dans sa maintenance. Aujourd'hui, l'un d'entre eux a décidé de faire tomber le masque, de parler avec tout son cœur. Le curseur est orienté sur un ancien conseiller à la primature sous Matata
Pognon, Mouzito bien avant, et aussi Sami Badibanga. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Alexandre Choué Mbomokim, qui va, en tout cas avec qui nous allons nous entretenir sur différents sujets d'actualité, dont la situation économique en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de les recevoir. Merci d'être venu. Merci de l'honneur, Alexandre David. C'est un plaisir. Vous êtes longtemps resté dans l'ombre, comme je le disais, dans l'ombre de décideurs et dans l'ombre de grandes personnalités. Maintenant, vous vous êtes décidé enfin de d'être au devant de la scène. Est-ce que c'est le cas ou vous êtes dans la continuité de ce que vous faisiez depuis longtemps? J'ai toujours été présent sur la scène et je travaille pour l'intérêt du pays. Donc, je prends tout mon temps pour réfléchir sur les questions de société et je prends aussi plaisir à partager mes réflexions avec les miens ainsi que mes pairs congolais pour que l'on puisse tous ensemble avoir une bonne lecture de la situation, mais également qu'on puisse arriver à décliner la démarche la mieux indiquée pour pouvoir trouver des réponses aux problèmes qui se posent à la société congolaise. Car il serait malvenu que le pays puisse compter des personnes intelligentes, des bons cerveaux, sans que l'on puisse réaliser des progrès soutenus sur le plan de la croissance économique et du développement socio-humain. Donc c'est ainsi que je participe à la discussion économique, sociale et politique du pays. Vous êtes aussi acteur politique, professeur d'université. Est-ce que les deux domaines sont incompatibles ou diamétralement opposés? Non, il n'y a pas d'opposition. Lorsqu'on est enseignant, eh bien, on peut participer justement au débat de société et c'est ce que je fais. Je suis enseignant, je participe, je contribue au développement de la société. Et ce que je fais sur le terrain de l'action me permet également de renforcer le contenu de mes enseignements en tant qu'enseignant à l'université. Donc c'est une richesse que d'avoir une bonne connaissance de la théorie économique, des théories de développement, mais également d'être sur terrain pour rencontrer les difficultés que l'on observe ici et là. J'ai travaillé pour le gouvernement, dans plusieurs ministères, mais également à la primature, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai travaillé avec plusieurs personnalités politiques. J'ai travaillé aussi dans certains pays étrangers, avec plusieurs organisations internationales, notamment la Banque africaine de développement, le PNUD, l'UNICEF, ONU Femmes. Donc, bref, tout ça me donne en fait beaucoup d'éléments pour pouvoir contribuer de manière positive à l'avancement de la réflexion dans mon pays. Et quel est le risque dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un risque de voir aujourd'hui des professeurs, des enseignants, en même temps qui s'intéressent à la politique ou qui sont membres de partis politiques? Et parce qu'on dit toujours, souvent, la science inconsciente n'est que la ruine de l'âme. Est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'on dit que la politique est toujours amorale et même immorale. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est peut-être qu'en RDC, les gens ont une mauvaise conception de la politique. D'aucuns pensent que la politique en RDC suppose juste mentir, tromper le peuple, alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est bien au-delà de ça. Non. Quand on fait de la politique, c'est qu'on est en train de chercher à avoir un mandat public politique pour pouvoir aider le pays à aller de l'avant. Si on cherche à avoir juste des fonctions pour le plaisir ou pour avoir de l'argent, là, on fait fausse route. Les efforts à fournir devraient consister à aider le pays à aller de l'avant. Et vous, quand est-ce que vous vous êtes dit que, voilà, j'ai une lourde responsabilité, je dois m'engager en politique? C'est venu au fil des années ou depuis, c'est un rêve de gosse? Je suis né avec. Mes ambitions politiques, j'ai grandi avec depuis le jeune âge. Mon père n'est plus, mais ma mère est là. Je pense que ma mère peut facilement rendre témoignage. Depuis que j'étais jeune, je parlais de politique et donc tous ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la politique. Et je me rappelle qu'une fois, je donnais cours à Mbujimaï et un étudiant m'a dit ceci: Monsieur Alexandre, nous sommes très flattés par vos enseignements. Personne ne peut douter de vos qualités en tant qu'enseignant et ce que vous dites. Mais pourquoi est-ce que la RDC a des gens comme vous, comme professeur Kabouya Kalala, comme XY, mais le pays est ce qu'il est? Vous ne pensez pas que votre intelligence n'a pas encore servi à suffisance? Et donc c'était un élément qui est venu davantage renforcer mes convictions sur le rôle que je devrais jouer pour aider le pays à aller de l'avant. Je rappelle ici que vous êtes aussi écrivain et vous êtes élu, vos ouvrages sont même sollicités partout, même en France. Et une fois, lorsqu'on vous voit en chair et en os, certaines personnes n'arrivent pas à s'en rendre compte. Bon, en fait, ce qui est grand dans l'homme, ce n'est pas ce qui est physique, c'est ce qui est dans l'homme.
Il y a des gens qui ont peut-être des grandes masses, mais qui ne contiennent rien dedans. J'aime beaucoup nourrir l'homme intérieur. J'estime que c'est là que tout part. Les valeurs que l'on défend, les idées que l'on soutient et la façon dont on les implémente, c'est ce qui détermine en fait, la vraie valeur d'une personne. Votre domaine de prédilection, c'est l'économie ainsi que le finance. Économie, finance, développement et L'économie, aussi la finance, politique. voilà. Je m'intéresse à ça. Et c'est de ça qu'on va parler au cours de l'émission. Et vous aviez été conseiller à la primature sous Matata. Et pour la première fois, on parle du cadre de la stabilité, du cadre macroéconomique et monétaire, c'est sous Matata. Quels étaient les secrets ou qu'est-ce qui se faisait avant qui n'est pas appliqué aujourd'hui? Est-ce que c'était la rigueur ou c'était les hommes? Parce que vous étiez là et vous aviez été en même temps à la conception, à la planification et à l'implémentation et suivi des mesures qui étaient prises sous Matata. Bon, en fait, les questions macroéconomiques ne remontent pas à Matata. Les questions macroéconomiques concernent tout pays. Et ces questions ont déjà été discutées auparavant. Même quand King Wadon était Premier ministre, les questions macroéconomiques étaient déjà discutées dans ce pays. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec Marco Bangouli, ancien ministre des Finances. Et à côté de Bangouli, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Et j'ai eu aussi l'occasion d'accéder à plusieurs informations et données parce qu'en tant qu'analyste, il faut avoir l'information pour comprendre ce qui se passe. Donc, déjà à cette époque, on parlait de ces questions. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Adolphe Mouzito également, qui était Premier ministre. Et je peux vous dire que c'est peut-être des non-dits, mais Mouzito a eu à certains égards aussi, à jouer certaines cartes importantes pour que la situation économique de ce pays puisse s'améliorer. Et je vous donne quelques exemples. La question, par exemple, de... Mais on parle au moins de moins en moins de lui, mais beaucoup plus de Matata. Moi, je préfère être honnête. Juste, je pourrais faire remarquer que, par exemple, l'atteinte du point d'achèvement, nous avons travaillé techniquement là-dessus. J'étais dans l'équipe avec Moukoko Samba, Jean-Claude Lapolé, Jean-Claude Nachega. Il y avait beaucoup de gens qui ont été autour de Mouzito et c'est lui qui a porté en fait, ce processus d'atteinte du point d'achèvement. Et à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Antanas Matenda qui était ministre des Finances et Jean-Claude Massang, gouverneur de la Banque centrale. Matata est passé ministre des Finances en 2010, c'est Mouzito qui était Premier ministre. Et c'est là qu'on a atteint le point d'achèvement. Et je me rappelle même le samedi où on a pris cette décision, nous étions à la primature avec Moukoko Samba jusqu'à 17h, 18h, en train d'attendre la réponse de Marie-Françoise Marie-Nelly, qui était la représentante de la Banque mondiale en RDC ici. Donc, Mouzito a fait aussi des efforts à ce niveau-là. Je me rappelle même qu'à l'époque de Mouzito, il a eu à mener plusieurs réflexions, bien sûr, avec son équipe, sur la question de la stabilité. Il y a eu un conflit ouvert entre la Banque centrale et la primature à l'époque sur la question de la stabilité parce qu'on a raté d'atteindre le point d'achèvement par le non-respect de certains critères quantitatifs et cela relevait de la Banque centrale. Donc il y a eu un choc là-dessus. Toujours à l'époque de Mouzito aussi, cette question des prix des biens a été soulevée. Et à l'issue des réflexions qui ont été menées, nous avons suggéré au Premier ministre d'écrire au président Kabila, ce qu'il a fait. Et c'est son conseiller spécial à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Pierre Lumbi, qui a répondu pour dire que non, voilà, ce que le Premier ministre est en train de suggérer serait de nature à déstabiliser l'économie, à déranger les opérateurs économiques. Mais en réalité, le problème était réel. Nous avons fait remarquer que les prix des biens de grande consommation en RDC sont trop importants en RDC en comparaison à ce qu'il y a dans les pays voisins. Et cela n'est pas favorable à la population. C'est comme ça qu'une action a été envisagée pour corriger, mais il y a bien sûr les forces... Donc le Matata dont on vante sa rigueur, sa discipline, n'était que dans la continuité de son prédécesseur. Mais bien sûr, en fait, il y a toujours la continuité. C'est vrai qu'il a apporté sa touche. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas apporté sa touche. Il a apporté sa touche dans ces mesures, mais il y avait déjà un travail. Le pays n'a pas commencé aujourd'hui. Et si on est honnête, c'est que les grandes réformes ont commencé en 2001. Quand Kabila a pris le pouvoir, il a accepté que... Les grandes réformes ont commencé en 2000. Mais oui, je pèse mes mots. Kabila a pris le pouvoir, il a accepté que l'on reprenne contact avec les partenaires extérieurs, Fonds monétaire et Banque mondiale. C'est pour ça qu'en 2001, on a exécuté le programme intermédiaire renforcé, le PIR. Et à travers ce programme, on est arrivé à casser l'hyperinflation parce qu'on avait imposé certaines règles ou normes en matière de gestion des finances publiques et de gestion monétaire. Ce qui fait qu'on a cassé l'hyperinflation. On était à 135% d'inflation, on était à 15% et ensuite au moins de 15%. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça, on a pris le PEG, le programme économique du gouvernement, PEMUR,
programme multisectoriel et certaines réformes ont été engagées. Avec Philippe Fouta, par exemple, qui était ministre des Finances à l'époque, on a pu atteindre le point de décision de l'initiative PPTE. C'est là que tout a commencé. Les réformes sont venues, on a créé le guichet unique au niveau de la douane, d'autres réformes au niveau des régies financières, et voilà un peu. Donc les réformes ont commencé là. Ok. Et c'est dans la suite des réformes, parce que les mêmes partenaires... Et ces réformes étaient portées par qui? Est-ce que c'était par la vision du chef de l'État de l'époque ou c'était dans... Bon, il y a un chef de l'État la- qui la- gouverne bien sûr le pays, donc les lettres de noblesse lui reviennent, mais il y a des acteurs à côté qui bien sûr font des réflexions et qui défendent des idées. Et bon, il faut aussi avoir la capacité d'accepter les idées qu'on vous apporte, les porter pour que ça change. Par exemple, l'idée de la bancarisation, puisque des fois on en parle. Mais C'est sous Matata. oui, mais je vous dirais que nous avons, avec le professeur Bolalouete, qui est mort, et le professeur Soumata, il a envie, il faut lui demander. En 2011, nous avons proposé ça, la bancarisation. Et le gouvernement a appliqué ça en 2012. Donc, si on restait dans le temps, on peut dire que c'est nous qui sommes les géniteurs de l'idée. Mais bon, l'intérêt pour nous n'est pas celui-là. L'intérêt pour nous, c'est que la chose soit appliquée et que ça puisse aider. Lorsqu'on a eu à réfléchir sur la question, nous avions deux... Est-ce que la bancarisation dont on parle, elle était appliquée En partie. à 100%? En partie selon nous. C'est-à-dire que nous, quand on avait suggéré ça, l'idée pour nous était qu'en bancarisant, on allait réduire d'abord les marges de manœuvre des différents comptables publics et agents de l'État qui profitent de la paye pour se faire de l'argent sur le dos de l'État à travers des fictifs, des salaires non justifiés. Ça, c'était la dimension finance publique de ce qu'on avait suggéré. Et côté monétaire, nous nous sommes dit qu'avec la bancarisation, il y a lieu d'accroître la profondeur financière, c'est-à-dire amener les gens à mieux comprendre les enjeux de la finance et de plus en plus être en contact avec la finance. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On paye par la banque, les agents qui travaillent dans les administrations publiques prennent tout l'argent et partent avec directement. Alors que nous, pour nous, l'idée, c'était que l'on fasse la bancarisation avec certaines mesures d'accompagnement pour que les gens aient leurs avoirs en banque et qu'on dématérialise la monnaie, qu'on puisse utiliser davantage des cartes et des instruments de paiement, des instruments digitaux pour que justement on puisse développer le système de paiement, développer la culture de la finance. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Quand on paye les salaires aujourd'hui, vous allez remarquer que tous les fonctionnaires seront devant les guichets des banques, ils retirent l'intégralité, ils partent. C'est comme si les banques jouaient le rôle juste de caissier. Alors que pour nous, ça aurait été intéressant que l'argent reste dans le cycle bancaire pour pouvoir donner un matelas pour pouvoir faire des opérations financières. Donc, il y a lieu de reconsidérer la chose et de voir un peu comment améliorer. Et ça, c'est donc une idée que je partage avec le gouvernement souminois pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens pour qu'on puisse vraiment améliorer cette idée de la Alors, bancarisation. comment expliquer qu'il y a, parce qu'il y a eu des acteurs qui ont énormément travaillé pour le pays. Comment expliquer? Parce qu'à un certain moment, la population a l'impression que vous nous cassez les oreilles avec des termes du genre cadre d'instabilité du cadre macroéconomique et monétaire, des réformes qui sont entreprises, mais dont on ne sent pas l'impact réellement dans le quotidien du Congolais. Alors, comment expliquer qu'il y a des réformes qui sont initiées et qui n'arrivent pas à être visiblement observées par le Congolais? Je prends l'exemple, par exemple, de Mouzito. Vous dites que c'est sous son règne qu'il y a eu des réformes et beaucoup de choses qui ont commencé sous lui. Je dis que Mais Mouzito, c'est sous Matata qu'on arrive à voir des choses évoluer, progresser et changer radicalement. Non, effectivement, il y a aussi le contexte politique et le contexte mondial qui joue dans la lecture des choses. Donc, alors, il faut quand même qu'on puisse clarifier les choses. Je n'ai pas dit que tout a été fait sous Mouzito. Les choses ont été faites bien avant. Quand Kabila est arrivé Bien avant, au en pouvoir, 2001. Oui, il y a déjà eu des premières réformes qui ont été initiées. Et c'est dans la ligne de ces réformes que les choses ont eu à évoluer. Mouzito a joué sa partition. Matata est venu jouer sa partition. Sami Badibanga a joué la sienne. Chibala, jusqu'à ce qu'on ait Lunkamba et Sama, aujourd'hui Madame Soumino. Donc, c'est dans la ligne du temps que tout s'inscrit. Mais bien sûr, il y a des différences dans les méthodes de travail. Et il y a aussi des différences dans les méthodes de communication politique. C'est aussi très important parce que la communication est un élément important. Matata avait sa façon de travailler qui a été présentée. On parle de sa rigueur, de sa discipline, Oui, sa ponctualité. Oui, la ponctualité, c'est une chose. Et donc, il avait sa façon de travailler et il a aussi bénéficié de certaines choses, notamment l'annulation de la dette, ce qui est un élément qui a beaucoup conforté l'espace budgétaire de l'État. Au même moment aussi, il faut dire que les cours des matières premières ont augmenté parce que l'économie mondiale était dans une phase de reprise. Donc, tout ça, ça jouait aussi en la faveur du gouvernement. Et au même moment aussi, il faut dire qu'il y avait un accompagnement, un appui du président de la République.
président Kabila l'a beaucoup accompagné. Parce que certains premiers ministres ont du mal aussi des fois à pouvoir réussir parce qu'ils ne bénéficient pas d'un soutien politique suffisant. Et je crois l'avoir dit dans une chaîne La Place, et d'autres acteurs aussi l'ont dit, c'est que Mme Souinois a un grand background. Elle a travaillé avec nous dans les organismes. Elle a donc un profil. Et le top PNUD avant d'être nommé dans le gouvernement. Oui, donc elle a donc un background, mais il faudrait que l'on puisse laisser à Mme Souinois le temps de pouvoir justement mettre en œuvre ce qu'elle a comme idée. Mais si elle n'arrive pas à mettre en œuvre ses idées parce que justement la politique bloque ou parce qu'elle n'a pas un appui suffisant du chef de l'État, là ça va déranger. Et à plusieurs reprises, on a vu ça, c'est-à-dire qu'un Premier ministre, un ministre prend une option qui est bonne, mais parce que ça ne rencontre pas les intérêts politiques ou des partis politiques ou des intérêts politiques, on refuse cette idée. C'est ça les choses qu'on a vécues. Alors il faudra aussi de la rigueur dans tout ça. Non, la rigueur, mais vous êtes ministre, vous donnez un point de vue et on n'est pas d'accord avec vous au niveau du Parlement, on vous règle les comptes. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, voilà, puisqu'on en parle, avant même que le gouvernement Souminya en sorte, le Premier ministre sortant, Sam Alukone, qui est président aujourd'hui du bureau du Sénat, avait dit que le prochain gouvernement sera un gouvernement de réduction de train de vie des institutions. N'est-ce pas? Il l'a dit, moi j'ai vu. On est passé à côté de ça. Justement, on est passé à côté. Mais parce que justement, on a souvent des annonces en RDC et non pas des actions. C'est ça le vrai problème que nous avons. À l'époque de Mouzito... C'est quoi le problème? Oui, puisqu'on parle de cette question du train de vie. À l'époque de Mouzito, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On avait décidé de limiter le nombre de voyages dans les cabinets ministériels. Limiter le nombre de personnes qui voyageaient, limiter le nombre de jours de voyage même à l'étranger. C'était une mesure qui a été prise pour pouvoir contenir un peu ça. Parce qu'en RDC, il y a un laisser-aller dans beaucoup de domaines de la vie publique. Les gens voyagent, ils vont en mission, ils ne participent pas. Moi, personnellement, j'ai été en mission à l'étranger. J'ai vu des gens partir en mission avec moi, mais ne jamais participer aux réunions, mais ils reçoivent l'argent de l'État. Ils rentrent avec des valises remplies de vêtements, tout ça. Mais pourquoi ils font partie de la liste mais justement, c'est ça le laisser-aller qu'il y a dans le pays. C'est ça qu'il fallait justement restreindre. À l'époque, déjà, il y avait une tentative, une mesure qui a été prise dans ce sens-là pour essayer un peu de contenir. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça m'a annoncé quelque chose. J'aurais bien voulu que quand les acteurs politiques allaient discuter pour former le gouvernement, on tienne compte de cela, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ne pas tenir compte de ça. On a 54 membres ou 55 membres du gouvernement. C'est énorme. C'est trop. Oui, c'est trop. Et je ne suis pas de cet avis-là. Donc, pour moi, en RDC, il serait important que l'on revoie considérablement la taille du gouvernement. Si on peut aller à 30, pourquoi pas? Maximum 40. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais si je le dis, c'est aussi pour des raisons d'efficacité. Certains soutiennent que le nombre de membres du gouvernement ne pose pas problème. Ils comprennent pas. Parce que le pays a... C'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, tout simplement. Alors, j'aimerais d'abord planter les décors pour comprendre, en tout cas, c'est dont on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des réformes qui ont été initiées hier sous l'Ancien Régime? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de marcher sous ces réformes, ou ces réformes existent, ou on est en train encore de revisiter certaines choses pour qu'elles aient un impact réel dans la vie sociale du peuple congolais? Ou il y a un problème sérieux dont on ne cerne pas la profondeur? Aujourd'hui, on nous parle de l'accroissement des recettes publiques. Est-ce vrai ou faux? Je dis que c'est vrai selon les chiffres qui nous sont présentés dans les livres officiels de l'État. Mais cela n'est pas un fait du hasard. Un des éléments qui justifie cet accroissement des recettes publiques, c'est l'essor du secteur minier. Certains projets ont été agréés sous le président Kabila. Donc, c'était en phase d'exploration. Et quand le président Tshisekedi est arrivé, ces entreprises sont passées de la phase d'exploration à la phase d'exploitation. Ça veut dire que là, maintenant, elles commencent à payer les impôts. Donc, il y a un impact positif par rapport à cette action qui était menée hier. Le code minier a été revu avant que le président Kabila ne parte. Qui a beaucoup profité au pays. Voilà, et les recettes de l'État... Est-ce qu'on est sous les mêmes efforts? Non, mais c'est la continuité. Une loi, on ne la change pas à tout moment, mais au moins les impacts sont là. Les réserves de change ont aussi augmenté. On nous parle de 5 milliards aujourd'hui de réserves de change. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est aussi parce que le code minier a prévu une révision à la hausse des éléments de rapatriement. Donc, les lois d'hier profitent aussi à ce que l'on fait aujourd'hui. Il y a aussi certaines choses qui devraient être corrigées. Il y a aussi d'autres qui sont mal faites, ça il faut le dire. Mais bon, au moins, il faudrait que l'on fasse un effort pour assainir globalement tout ce qui entoure les finances publiques, la gestion monétaire et le pilotage de l'économie elle-même pour que l'on puisse justement créer cette dynamique de progrès
tant voulu par la population. Parce que vous avez dit quelque chose de fondamental. Est-ce que la population ressent ce que l'on dit lorsqu'on parle de cadre macroéconomique? Effectivement, il y a une forte déconnexion entre ce qui est vécu réellement par la population et ce qui est dit. C'est facile les mots de dire que non, voilà, nous avons eu à faire une croissance de 8%, 9%. Mais quand vous allez dans les provinces et que vous regardez ce que l'on voit, c'est là que vous vous rendez compte qu'on est loin du compte. Moi, j'ai fait la route qui va de Lubumbashi à Kolwezi. C'est là qu'on sort chaque année des milliards de dollars. Mais regardez les conditions de vie des populations que vous trouvez le long de la route. Vous avez des enfants qui boivent de l'eau à même le sol parce que justement, il n'y a pas de source d'eau. Il y a des cimenteries, mais les gens ont des maisons en terre. Il y a des milliards qui sortent là, mais les gens n'ont même pas accès aux soins de santé, à l'éducation de qualité. Mais c'était un paradoxe. Aller dans les provinces, aller dans le Kasaï. J'étais au Kasaï pour une étude sur l'agriculture que j'ai eu à mener avec la BAD l'année passée. Mais non, j'ai vu la pauvreté à l'état pur, s'il faut parler ainsi. J'ai donné 500 francs à certaines personnes. Quand vous avez 500 francs, vous voyez comment les gens sont agités. Mais non, ça montre qu'il y a la pauvreté. Le problème, c'est quoi? Il est à quel niveau? On n'y travaille pas énormément? Oui, on se trompe d'objectif. On n'y travaille pas énormément et on n'a pas un engagement suffisant pour pouvoir changer les choses. Mais on nous parle des détournements ici et là. Mais comment est-ce qu'on va changer la situation si on n'a pas de moyens? On ne peut pas bâtir une économie sans moyens. Il faut financer l'économie et faire une allocation judicieuse des ressources. Mais si les ressources sont dilapidées, si les ressources sont mal utilisées, comment espérer avoir des résultats? C'est là le problème. Donc il y a un problème de gouvernance qui se pose. Il faudrait que l'on renforce la justice pour que ceux qui sont criminels, qui sont en train de détruire l'économie, qui sont en train de dilapider les caisses de l'État, soient mis dans des cellules pour qu'on puisse espérer avoir autre chose. Voilà un peu ce qu'on doit faire dans ce pays. Il y a des réseaux criminels. Est-ce que il y a véritablement une politique sérieuse en ce qui concerne l'économie et l'économie financière en RDC? Bon, il y a des politiques, mais j'estime qu'on survole beaucoup de choses, on n'entre pas en profondeur et des fois, on a un mauvais ciblage de nos actions. C'est ça le vrai problème. Je vais aller de manière assez structurée pour répondre à la question. Aujourd'hui, nous voyageons, n'est-ce pas, nous allons dans les pays voisins. Je ne parle même pas des pays de l'Occident, mais je parle des pays africains voisins. Pour faire des opérations de change, il faut passer par des bureaux de change organisés. On vous demande votre pièce d'identité. Est-ce que c'est le cas chez nous ici? Aujourd'hui, à Kinshasa, quelqu'un peut facilement, avec 100 milliards, faire une opération sur les rues de Kinshasa et partir. C'est veut dire que la Banque centrale n'a pas la maîtrise ou le contrôle de la masse monétaire. Et une action qui devrait être envisagée, c'est la réorganisation du marché de change, par exemple, en RDC. On le fait pas pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Ouais, un peu. Il y a de l'argent qui circule hors circuit bancaire. Quels sont les efforts que l'on fait pour ramener l'argent dans le circuit bancaire? La monnaie nationale perd continuellement de sa valeur. Lorsqu'on a fait la réforme du franc congolais, un franc congolais équivalait à 1,3 $ américain. Ou 1 dollar équivalait à 1,3 francs congolais. Donc c'était pratiquement une parité de... Vous aussi, vous avez une réforme en ce sens-là où vous tenez à ramener une réforme monétaire pour que 1 dollar puisse... oui, un franc, oui. 1 dollar, 1 franc congolais. Oui. Donc, vous voyez, on a été à 1 contre 1,3. Mais aujourd'hui, 1 dollar, c'est 2850. Vous comprenez comment est-ce que la valeur de la monnaie s'est effritée dans la durée et ça montre que justement, il y a eu des problèmes dans la conduite de la politique monétaire. Il y a certes l'influence de la politique budgétaire parce qu'elle influe beaucoup sur la politique monétaire, mais il y a aussi des choses que la Banque centrale aurait dû faire qu'elle n'a pas eu à faire. Il y a des problèmes de suivi dans le rapatriement des devises, suivi dans les opérations des banques commerciales que la Banque centrale ne fait pas correctement. Ça sont des problèmes. Alors, il y a lieu, avec ces tableaux que vous nous présentez, de conclure que la Banque centrale n'est plus dans le fonctionnement d'avant. Il y a beaucoup à faire pour améliorer la gouvernance de la Banque centrale et la politique monétaire. Déjà, quand la Banque centrale n'a pas la maîtrise de la masse monétaire, comment est-ce qu'elle peut conduire la politique monétaire? Et la désorganisation du marché de change est un élément qui explique aussi cette faiblesse. Il y a des problèmes sous Sami Badianga ici. On a vu, on a fabriqué des faux billets de 5000 francs congolais. Qui a été arrêté pour cela? Alors que sur les billets, on dit qu'on punit sévèrement la contrefaçon. Mais il y a eu contrefaçon. Et après ça, il y a eu encore contrefaçon. Ce sont des réseaux criminels qui font ce genre de choses. Donc les réformes doivent être sectorielles et même... oui, généralisées et sérieuses. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Là, j'ai parlé de la politique monétaire, mais allons au niveau des finances publiques. Mais qui ne sait pas qu'il y a des gens qui interfèrent dans la collecte des recettes?
Qui ne sait pas ça? Nous le savons, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire qu'une entreprise, une banque doit payer les impôts, mais un ministre qui est censé mobiliser les recettes va lui-même défendre la banque qui n'a pas payé les impôts, ou ses collaborateurs. Mhm. Comment vous pouvez comprendre ça? On laisse à certains agents du fisc ou la douane la possibilité d'être conseiller fiscal ou conseiller en douane d'une entreprise privée qui doit payer les impôts à l'État. Mais il y a collusion. Et quand on minore les recettes là, mais c'est à la défaveur du pays, ça c'est une chose qu'il faut corriger. Mais on ne le fait pas. On tourne autour du pot. Donc le désordre qu'il y a sur le marché d'échange, c'est dû à la faiblesse de la Banque centrale. Il y a un problème au niveau de la Banque centrale. Il y a aussi des réseaux criminels qu'il faut combattre. Il y a des gens qui profitent de ce désordre-là pour pouvoir faire leur business sur le dos de l'État. Il y a des gens qui détournent l'argent, ont facile à aller changer de l'argent sur le marché parce que justement, il n'y a pas de contrôle. Or, si le marché était organisé, vous volez 100 milliards de l'État, mais quand vous allez changer, vous dites, mais monsieur X, vous avez cet argent comment? On commence à vous suivre par les services de renseignement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le service d'intelligence économique. Mais j'insiste, c'est important d'avoir ce service d'intelligence économique au niveau du service de renseignement. Mais il ne faudrait pas que ce service puisse se substituer aux services ou aux administrations classiques comme l'IGF, la Cour des comptes et autres. Il faut faire la Mais part des apparemment, choses. c'est ça l'impression, la Bon. tentation. On risque de Bon, supplanter l'IGF non, justement, au profit de... nous sommes au début, et bien nous parlons de cela, nous appelons les acteurs à ne pas faire cela. Laissez l'IGF faire son rôle, la Cour de compte, laissez les structures existantes faire leur travail et vous restez dans la recherche de l'information pour identifier les réseaux criminels et apporter l'information pour que le gouvernement, à travers le président, la première ministre, le ministère de la Justice, puisse prendre les mesures qui s'imposent pour mettre hors état de nuire ces gens qui sont en train de détruire notre économie. Mais C'est ce qu'il faudrait faire. toutes ces explications, ces analyses trouvent vraiment bel écho au sein de la société. Alors, le problème, c'est que pour y arriver, il faudrait avoir des techniciens. Il n'y a pas que la technicité, il y a aussi voilà. la volonté et le sérieux. Là, Parce que mais- les politiques ont montré leurs limites. Oui, bon, en fait, politique, ils ont étudié comme nous. Certains ont étudié des gens qui sont techniciens, mais des fois, on se donne des étiquettes qui ne sont pas vraies. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne fait pas un effort pour réellement aider le pays. Mais suivez, on a vu ici une délégation gouvernementale aller chercher du maïs en Zambie. Mon frère, soyons quand même sérieux. Est-ce que c'est en est qu'il manque des terres arables? C'est au-delà de l'inimaginable. C'est au-delà de l'imaginable. Moi, j'ai fait les provinces. J'étais à Mbandaka. Mais il y a des gens qui produisent le maïs, mais qui n'arrivent pas à écouler cette production. J'étais dans le Kasaï, j'étais dans le Congo central, j'étais au Katanga, Lualaba. Mais on a un potentiel énorme de production, mais on ne s'organise pas. C'est ça le problème. Et des fois, on prend des mesures à l'aveuglette, ou on prend des mesures. Je ne sais pas, des fois, c'est peut-être un esprit qui nous anime. On prend des mesures sans avoir analysé préalablement ce qu'il y a et on avance. Et quand on dépense l'argent de l'État, après, on se rend compte qu'on a commis des erreurs. Mais trop tard, c'est le pays qui perd. Or, la population n'a pas besoin de pertes de sommes d'argent parce qu'on n'en a pas assez. Alors, utilisons-les de manière parcimonieuse pour pouvoir répondre aux problèmes. C'est ça le vrai défi que nous avons dans ce pays de manière structurelle. Depuis l'époque du président Mobutu jusqu'à ce jour, on a ce problème-là de choix. On définit mal les politiques, on fait des mauvais choix et on n'est pas conséquent. L'implémentation pose problème, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions. Et donc on est Mais dans tout ça, le choix des animateurs se compte beaucoup. Mais bien sûr. Le choix des animateurs. Moi, vous voyez me demander à moi d'être ministre de la Santé. Mais non, si j'accepte ça, c'est juste parce que j'ai envie d'avoir un poste, mais ça ne relève pas du sérieux. Ce serait vraiment un élément qui va me discréditer parce que je ne suis pas de domaine. Amenez-moi sur le terrain de l'économie et de la finance, je vous dirai ce que je peux dire parce que j'ai une maîtrise de la matière et je peux orienter les choses. On parle de transformer l'économie. Matata a reçu dans la stabilité, en ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique et monétaire, et même son prédécesseur, Mouzito. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient techniciens ou parce que c'était aussi la longévité à ces postes qui leur a donné ces résultats? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Vous pouvez être brillant, vous arrivez quelque part, mais le contexte politique et le contexte même mondial jouent en votre défaveur. Les cours des matières premières baissent, même s'ils étaient brillants. Ça va? Les recettes de l'État vont tarir parce que les recettes dépendent aussi de ce que le pays exporte. Et donc là, vous subissez un choc. Et les efforts que vous aurez à fournir seraient justement de voir comment essayer de garantir une stabilité juste. Mais si vous tombez à point nommé et qu'on annule la dette, comme c'est le cas, on stabilise parce qu'il y a plus de recettes d'exportation et de rentrée de devises, il y a une manne qui vous salue.
c'est quelque chose. Mais les problèmes du pays sont profonds. Et le vrai problème, ou le problème majeur qu'il faut à moyen et long terme régler, c'est celui de modifier fondamentalement notre modèle économique. On a une économie de rente, une économie qui ne produit pas assez, alors que le potentiel est là. On a tout sauf rien. Ou peut-être on a tout sauf le sérieux requis pour pouvoir transformer ce qu'on a. Parce qu'en RDC, on meurt de faim alors qu'on a la nourriture entre les mains. Je vous donne une anecdote. J'étais une fois sur la nation numéro 1 en allant vers le Congo central avec des partenaires étrangers. Et un Sud-Africain, après avoir regardé à gauche, à droite, me pose une question. Est-ce que dans votre pays, il y a une loi qui vous interdit de cultiver? Je dis non. Mais comment les gens meurent de faim chez vous alors que vous avez toutes ces terres? Nous n'avons presque pas ces terres au niveau du Kalahari. Autant de terres arables. Oui, le désert qui est en train de prendre de l'espace, mais vous avez des terres arables. Comment se dit que les gens meurent de faim? Pour votre information, sur 800 types de légumes qu'il y a en Afrique, 600, 650 se trouvent en RDC. Les gens meurent de faim. Wow. Les gens se battent pour avoir le poisson chinchard ici, alors que dans certains lacs, certaines rivières de ce pays, les poissons meurent de vieillesse. J'étais à Mbandaka. J'ai vu une maman vendre un gros poisson à 2500 francs. Et je me suis exclamé. Parce qu'à Kinshasa, le même poisson coûterait peut-être 70 000. Et quand la maman a vu mon exclamation, elle m'a dit, papa, je peux même ramener le prix à 1500. Vous comprenez que si on arrive à offrir ce corridor qui relierait Kinshasa à Mbandaka, on peut avoir du poisson frais pour ceux qui sont ici. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et vous entendrez à la télévision, voilà, tel bateau a fait naufrage, il y a autant de morts. Mais si vous allez au Sud Kivu, il y a nos frères congolais qui font des beaux bateaux là-bas. Pourquoi on ne prend pas ces gens-là pour essayer un peu d'améliorer le transport fluvial et la cruise dans ce pays, par exemple? Merci beaucoup. Donc il y a des intelligences, des capacités, mais on ne sait pas les saisir. Une fois, excusez-moi de le dire, c'est très important. J'ai dit ceci à la télévision. Quand je vais à Delvaux, je vois le développement. Nos frères qui, certains, n'ont pas assez de moyens, n'ont pas assez d'équipements de qualité, et certains peut-être n'ont pas fait des grandes études, mais arrivent à faire ce qu'on voit là comme table, comme chaise, comme armoire. Imaginez si ces gens bénéficient d'un accompagnement soutenu et sérieux. On aurait une industrie énorme. Voilà. Mais donc le développement est là devant nous, mais ça nous passe sous les yeux parce que justement, on est distrait. C'est là qu'il faut commencer, il faut agir par là. Curieux que cela puisse paraître, les immeubles, on veut que ça vienne de l'extérieur. Voilà. On va savoir ou encore essayer de vous vérifier si le gouvernement actuel est en ordre de bataille pour justement juguler la crise économique et donner ce dont le peuple congolais attend, c'est-à-dire le pain, mais aussi la paix, parce que les deux sont très importants. On va prendre l'annonce des mesures prises par le gouvernement Judith Suminwa pour alléger les coûts de la vie du peuple congolais. C'était lors du dernier briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, accompagné du ministre de l'Économie, Daniel Mukoko Samba. Regardez et puis on revient. Dès l'entame de ces briefings au nom du gouvernement congolais, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie, s'est montré solidaire avec la population congolaise. Il a affirmé que les dirigeants ont pu se rendre compte de la souffrance d'une majeure partie des Congolais qui ne parviennent pas à manger à leur faim ni nouer le deux bouts du mois. Pour soulager la population, le gouvernement a décidé d'agir sur 9 produits cités par Daniel Mukoko Samba lors de ce briefing. Passe de moments difficiles. Le panier de la ménagère coûte cher. Les prix n'ont pas cessé d'augmenter d'année en année, mois après mois. Et le président de la République nous a instruits pour que l'on desserre les craintes qui entourent le panier de la ménagère dans ce pays. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs. Il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, des poissons, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais.
Les taxes et autres prélèvements qui concernent ces différents produits a toujours provoqué une hausse de prix de ces derniers. Pour les dernières semaines, sur le marché, le prix de certaines denrées alimentaires, pour la plupart importées, sont passés du simple au double. Les commerçants ont logiquement augmenté le prix après avoir payé les différentes taxes prélevées sur le service public. Le gouvernement a décidé de supprimer certaines taxes et de réduire d'autres de 5%, 25% et même 50%. À la question de savoir quand est-ce que ces mesures vont entrer en vigueur, les patrons de l'économie congolaise a annoncé que la première ministre Judith Suminwa prendra rapidement un décret pour que les mesures soient réellement appliquées. Entre-temps, les établissements publics qui vivaient grâce aux taxes prélevées sur ce neuf produit doivent fournir des efforts internes pour s'adapter à la nouvelle donne. Ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits, qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique. Pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%. Pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Et si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Les autorités congolaises ont également promis d'agir sur le produit pétrolier. L'addition de 400 millions de dollars américains dus aux sociétés pétrolières en termes de manque à gagner sur leurs produits va être apurée. Cette facture concerne la période comprise entre fin décembre 2023 et fin juin 2024. Ici, le gouvernement a privilégié l'intérêt général pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais de manière directe. Ça, c'est le premier paquet de mesures. Évidemment, vous allez me demander, ça va entrer en vigueur quand? Ça va entrer en vigueur le plus rapidement possible, sous la forme d'un décret que Son Excellence Madame la Première ministre va prendre, pour nous assurer que ce qui a été décidé par le gouvernement sera appliqué par les services publics concernés. Le promesse étant faite par le gouvernement, les Congolais attendent de voir si leur exécution va avoir un impact sur leur assiette. David Alexandre Choué, quelles sont les faiblesses et le point positif que vous pouvez relever avec ces mesures prises par le gouvernement congolais pour alléger tant soit peu le coût de la vie de la population? Avant de parler de ces mesures qui ont été suggérées par le gouvernement, je voudrais faire un petit retour en arrière. Allez-y. Il y a quelques mois passés ici, le Premier ministre sortant, Sama Lukonde, avait signé un décret à travers lequel il avait suspendu la TVA pour certains biens de grande consommation. Et le ministre des Finances de l'époque a également pris un arrêté pour consacrer cela. Et telles mesures devaient automatiquement avoir un impact sur les prix des biens sur le marché. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous avez vu, vous pouvez me le dire, mais moi je ne l'ai pas vu. Et donc c'est pour dire que la mesure devait avoir un impact. Il n'y a pas eu de suivi? Il n'y a pas eu de suivi. Normalement, les inspecteurs du ministère de l'économie à l'époque auraient déjà dû suivre les prix sur le marché et voir si oui ou non les opérateurs qui vendent ces produits ont eu à respecter cette décision. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que s'ils n'ont pas appliqué la mesure, ça suppose qu'ils ont eu à prélever de manière indue une TVA sur ces biens-là et l'État n'a pas reçu cela parce qu'il y avait déjà l'acte, l'arrêté du ministre des Finances qui laissait tomber ces éléments de prélèvement. Du coup, ces gens ont eu à tricher. Et pour cela, aujourd'hui, je pense que le gouvernement summinois devrait s'attaquer à la question. Qui sont ceux qui devaient appliquer, mais qui n'ont pas appliqué? Et pourquoi ils n'ont pas appliqué? Rentrons à la vérité, parce que la mesure continue à être de mise. On va déjà à ce niveau-là voir les prix baisser. Deuxièmement, le ministère des Finances doit faire un travail de redressement. Ceux qui ont prélevé de manière indue
la TVA sur les biens concernés, doivent Apparemment, payer. on ne tient pas compte de ce que l'on fait ou il nous faudrait une, une conférence nationale sur l'économie. Je vous ai parlé de la gouvernance. Non, dans tous les domaines, même pas que l'économie, même dans le domaine de la justice, de la sécurité, tu vois, il y a des problèmes de gouvernance partout. Et c'est ce qui fait que la situation ne soit pas bonne au niveau du pays. Et donc là, si on pouvait attaquer ça, ça permettrait d'abord d'avoir rapidement de l'argent parce que ceux qui ont prélevé la TVA doivent verser ça à l'État. Et ceux qui devaient appliquer les prix modifiés, ils aillent vers ces prix. Il y aurait un premier changement. Et ensuite, on peut voir maintenant, dans la suite de ce qui a été fait autrefois, qu'est-ce qu'on peut apporter comme mesure aujourd'hui. Il est vrai que si vous prenez les prix des biens de grande consommation ici à Kinshasa et que vous les comparez à ceux des pays voisins, vous vous rendez compte effectivement que nos prix sont atypiques. Vous avez peut-être un même bien qui coûte 10 au Rwanda, 12 au Gabon, 13 au Congo-Brazzaville, 15 en RCA, 14 au Tchad. En RDC, le même bien coûte 30. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'éléments qui entrent à celui des prix. Il faudrait donc procéder à un dégrèvement. Et pour ça, donc, il y a certes des mesures d'ajustement qui doivent être opérées sur le plan fiscal. Il y a des administrations, vous allez voir dans la suite des prix, tel prélèvement OCC, 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 tel prélèvement OGFREM, ONATRA, c'est trop important. Et à cela, vous ajoutez la douane elle-même et d'autres services statistiques, lignes maritimes, tout ça, sont les éléments qui font que les prix, donc effectivement, il faut prendre des mesures pour suppléer. Mais alors, quand on prend de telles mesures, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Quand par exemple, on décide de faire des coupes sur la douane, il faut calculer l'impact. Moi, j'aurais bien voulu que le ministre de l'économie nous dise que voilà, en coupant d'autant tels impôts, on pourrait donc voir les recettes de l'État diminuer par exemple de 200 millions, 300 millions. Et comment maintenant, sur le plan budgétaire, on va faire l'ajustement? Parce que si vous réduisez les recettes par des coupes pour baisser le prix des biens et que, côté discipline budgétaire, vous ne changez pas la manière d'engager et de dépenser, vous allez créer un déséquilibre qui, à terme, va se résorber par l'inflation, par la perte du pouvoir d'achat, et donc on n'aura pas résolu le problème. Il faut aborder la question de manière cohérente et de manière systémique. Quel est l'ajustement qui va accompagner? Ça, c'est très important. Donc la perte du pouvoir d'achat est due aussi à ces mesures courageuses qu'on n'a pas su prendre au bon moment. Non, à l'époque, si on avait déjà appliqué ces quelques mesures-là, on aurait eu quelques éléments de résultats, mais on n'a pas eu à obtenir ça. Et il ne faut pas aussi perdre de vue que la perte du pouvoir d'achat est liée aussi à la manière de conduire les politiques macroéconomiques, la politique budgétaire et la politique monétaire. En ce qui concerne par exemple, la politique monétaire, le taux de change est un instrument très important pour notre économie parce que nous importons beaucoup. Et on achète en devises. Ce qui veut dire que la valeur de notre monnaie par rapport aux devises étrangères est un élément très important. Alors quand la Banque centrale a du mal à intervenir sur le marché de change, malgré qu'elle a des réserves de plus de 5 milliards, niveau historique comme on l'a toujours dit, là il y a un problème. Parce que sous Mouzi, tu avais 880 millions, si je ne me trompe pas. Sous Mata, tu as 1,4 milliard, mais le taux était plus ou moins stable. Aujourd'hui, on a 5,7 milliards, mais le taux continue à se déprécier. C'est quand même un décrochage qui demande à ce qu'on puisse se poser des questions. Pourquoi on n'arrive pas à stabiliser? Il y a aussi une autre chose, c'est que la stabilité macroéconomique dépend aussi de la manière dont l'État programme et exécute ses dépenses. L'année passée, nous avions eu des élections. Vous avez suivi avec moi que le président de la CENI se plaignait pour dire que nous avons convenu qu'il y aura élection. Le président de la République, chef de l'État, l'a annoncé. Il a dit qu'il y aura élection. Et la CENI avait besoin de moyens. Et le budget de l'État avait prévu. Mais le président Kadima s'est plaint à plus d'une reprise pour dire que le gouvernement ne me donne pas les ressources. On a bloqué. Pour quelle raison? Et on a attendu le mois de juillet pour débourser en francs congolais l'équivalent de 300 millions de dollars. Or, la CENI devait acheter des équipements à l'étranger. En urgence. Oui, en urgence. Ce qui fait que l'opération a amené la CENI à demander beaucoup de devises pour commander à l'étranger. Et le taux s'est défrité. Regardez les chiffres, vous allez voir que de juin, juillet à août, le taux de change de la monnaie nationale s'est fortement déprécié. C'était à cause de ça. Est-ce qu'on sait répondre ou améliorer la situation ou le coût de vie de la population sans que le pouvoir, alors qu'il y a perte du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on sait aussi améliorer les conditions de vie de la population alors que nous sommes dans une économie totalement dollarisée? Bon, la dollarisation est un fait, c'est la résultante d'un ensemble de mauvaises expériences du passé. On vit avec, mais on peut chasser la dollarisation, mais il faut aller
mollo et de manière méthodique. C'est-à-dire qu'il faut recréer la confiance, garantir la stabilité de la durée. Et pour cela, il faut remettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques, la gestion monétaire. Et aussi voir comment, petit à petit, modifier notre modèle économique pour qu'on puisse produire à l'intérieur et réduire notre dépendance vis-à-vis des produits provenant de l'étranger. C'est ça le vrai problème. C'est ça, en fait, ce qu'il faut revenir. En tout cas, ça, c'est le refrain. On a toujours dit ça, mais comment s'y prendre? Oui, mais la solution est là. C'est juste qu'on n'a pas la volonté. C'est tout, beaucoup n'ont pas la volonté. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un président français rouler avec une voiture Mercedes, en France, là-bas, chez eux, ou une voiture italienne? Les présidents français roulent qu'avec des voitures françaises, soit Citroën, soit Renault, n'est-ce pas? Les premiers ministres allemands, les chanceliers, roulent avec des Mercedes ou des Audi. Pourquoi? Parce que c'est leur production intérieure. Au niveau des USA, les présidents américains roulent avec des voitures américaines. Ça veut dire quoi? C'est que, logiquement, on devrait importer ce que l'on ne peut pas produire ici. Mais si on importe ce qu'on peut produire ici, voilà, il y a un problème dans notre modèle. Quand on parle d'importer du riz, mais à Bumba, il y a du riz. Qu'est-ce qu'on fait comme effort pour accompagner les opérateurs économiques qui sont dans le secteur du riz en RDC pour qu'ils puissent mieux produire? Les maïs en Zambie. Maïs, on va en Zambie alors qu'il y a ici. Donc, il y a un problème. Et il faudrait que l'on puisse avoir maintenant des schémas, des solutions dans tous les secteurs. Dans le domaine de l'agriculture, les différents projets menés par l'État ont échoué. Mais là, on veut maintenant lancer la campagne agricole. Là, une deuxième, une deuxième expérience. Je ne partage pas tellement parce qu'à l'époque du gouvernement Matata 1, le vice-premier ministre Mouko était vice-premier du budget. Il y a eu une campagne agricole qui était lancée avec le ministre de l'Agriculture, Jean-Chrysostome Vamouti. Ça a échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment financer une campagne agricole? Pourquoi ça a échoué? Mais c'est la question que je vous pose. En principe, vous devez la poser à ceux qui sont aux manettes. Je viens de vous dire ceci. J'ai fait une étude sur terrain. J'ai vu des gouverneurs, des ministres en province, des acteurs du secteur privé dire que, par exemple, ils n'étaient pas informés de l'initiative du parc agro-industriel. Ils n'étaient pas informés. Comment vous pouvez concevoir un programme de développement sans consulter les acteurs? Les autochtones. Je suis allé là-bas. Ils ont dit que certains aussi m'ont dit clairement qu'ils ne savent pas c'est quoi le PDL 145 territoires. Je me rappelle, il y avait Makutano. J'ai posé la question au ministre du Plan à l'époque, Christian Mwando. Je lui ai demandé, est-ce que le PDL a été mis en harmonie avec les plans de développement des provinces, les PDP? Oh oui, mais je suis à la province, j'ai vu tout le contraire. Beaucoup de gouverneurs disent leur histoire. Alors c'est un projet bâclé selon vous? Mais l'évolution n'est pas très bonne du PDL parce que justement, il n'y a pas une forte appropriation au niveau local. Il y a des acteurs qui ne sont pas très impliqués parce que justement, ils n'étaient pas fortement impliqués. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs choses qui ratent parce que la manière de poser pose problème. Il faut que la conception soit bonne, qu'on puisse aussi appeler les acteurs à pouvoir accompagner. Mais si on ne les applique pas à suffisance, ils se sentent laissés pour compte. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas avoir de très bons résultats. Ça, ce sont les difficultés. Donc, les problèmes, il faut les attaquer, les aborder. Et des fois, nous, on voit les problèmes et on les élude. Dans le secteur des finances publiques, par exemple, il y a des administrations qui émargent du budget de l'État et donc qui devraient recevoir leurs frais de fonctionnement de l'État pour pouvoir mener à bien leur politique. Mais lorsqu'il est question pour ces administrations de récupérer au niveau du budget l'argent qui leur revient de droit parce que c'est consacré dans la loi des finances, il leur faut laisser tomber 40% aux agents qui travaillent dans la chaîne de la dépense. Donc, une politique qui devait être implémentée avec 100 000, on est obligé de la mettre en œuvre avec 60 000 parce que 40 000 sont laissés au niveau du circuit. Ça, c'est de la triche. Et ce que je dis là, les membres du gouvernement le savent. Les services de la justice, les services de renseignement le savent. Mais pourquoi on ne corrigerait pas ce genre de choses? Ce sont les éléments qui, en fait, consacrent l'inefficacité de certaines politiques. Parce que vous avez élaboré une politique et vous avez estimé sa mise en œuvre à 100 000 $. Mais on vous donne 60 000. Vous vous débrouillez avec. La qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc, ça va jouer sur l'efficacité. Ça, c'est une chose qu'il faut combattre. Si on ne fait pas ça, on va promettre ciel et terre, mais on n'aura pas de résultats. Ce sont des vrais problèmes qu'il faut attaquer. C'est vrai que certaines réformes n'ont pas de vraie incidence parce que ce sont plus dans les documents, dans les écrits. Il faut avoir des textes et on les applique. Alors là, il faudra revenir sur le programme PDL 145 territoires, le réévaluer, l'analyser et voir comment on peut l'implémenter. À mieux s'approprier le programme. Il faut aussi veiller à la communication, l'intégration
interprovinciale. C'est une C'est-à-dire dimension importante. Non, c'est-à-dire qu'on ne doit pas... En fait, pour votre information, cette approche du PDL, je l'ai proposée en 2016 sous l'appellation PLD, Mhm. lorsque le gouvernement avait envoyé en Chine. Je suis rentré et j'ai proposé que l'on puisse mettre en place le PNSD, que j'ai dirigé à l'époque d'ailleurs, l'élaboration, c'est moi qui disais ça, qu'on puisse mettre en place des régions de développement. Au lieu d'avoir des infrastructures à développer dans des territoires, qu'on le fasse par région pour assurer une certaine intégration. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays fragile où le contexte social est assez fragile. S'il y a trop de séparation et des inégalités dans la répartition des richesses ou la création des richesses ou des infrastructures, ce sera un élément qui va davantage fragiliser le tissu social. Alors pour éviter ça, je parlais justement de la question des régions et que l'on puisse voir comment interconnecter toutes les provinces de manière à garantir la spécialisation dans chaque territoire ou chaque province. Et ça permettrait donc qu'il y ait échange et création d'un modèle économique viable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir d'avoir à la tête du gouvernement un membre qui a été au plan, Madame Sumimwa, dont le projet était sous sa supervision, je pense. Comme je l'ai dit, Madame Souminoa a un background intéressant. Elle a une prédisposition à faire certaines choses. Mais il faudrait que Madame Souminoa bénéficie d'un accompagnement de la part du chef de l'État et des autres acteurs politiques. Si elle n'est pas accompagnée, malgré sa bonne volonté, malgré ses capacités et ses compétences, elle aura du mal à donner le meilleur d'elle-même. C'est pour laquelle il faudrait l'accompagner. Et si Mme Souminoa prend des orientations fondamentales sur certaines questions pour faire la rupture, comme le dit souvent le ministre de la Justice, la rupture, eh bien, je pense que ce serait un élément important pour pouvoir aller de l'avant. Mais il faut qu'on l'accompagne. Il ne faudrait pas que les structures politiques, notamment les chambres du Parlement, puissent torpiller son action. Ce serait de nature à tirer vers le bas le pays. Donc le gouvernement doit aussi s'engager à réformer la monnaie, à une réforme monétaire. Je suis de cet avis-là. Et pourquoi? Non, en fait, il y a plusieurs problèmes dans le secteur monétaire et financier en RDC qu'il faut régler. Il y a beaucoup d'argent qui circule hors circuit bancaire. À l'époque, je me rappelle, on était en 2011 oui, 11, je crois bien, au ministère des Finances, dans le cadre d'une réunion de suivi des recettes de l'État. Et un DG, la DGI, nous a exprimé certains défis qu'il a rencontrés. On a essayé de chercher une solution. Et les opérateurs économiques qui devaient payer les impôts ont sorti des millions de dollars d'Américains de leur maison et des milliards de francs congolais. Une quantité importante de monnaie ou de masse monétaire qui circule hors circuit bancaire. Il serait important de faire en sorte que l'on puisse remettre cet argent dans le circuit bancaire. Vous allez évoluer à l'intention de notre public, tous ceux qui nous suivent. Lorsqu'on parle de la réforme monétaire, qu'est-ce que c'est en termes simples? Je vais y arriver. En fait, je voulais d'abord poser certains problèmes pour arriver à justifier cela. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Il y a le marché de change, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est mal organisé. On voyage au Congo-Brazzaville ici, dans les pays voisins, même à Addis Abeba. On se rend compte qu'il y a une certaine organisation pour les opérations de change. Ce n'est pas le cas chez nous ici. Il y a l'argent qui coûte trop cher en RDC. Il y a des éléments de risque systémique au système financier. Il n'y a que 2 grandes banques ici. Si elles tombent, il y a des problèmes. Il y a aussi des risques systémiques. Et qui ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est ça le comble. Donc il y a plusieurs problèmes. Il y a la dollation aussi qui est un autre élément, tout ça. Bref, il y a plusieurs problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut ramener la parité de la monnaie à un niveau acceptable, il serait important de faire une réforme monétaire. Et quand on parle de réforme monétaire, c'est ça la précision, c'est que certains pensent que la réforme monétaire, c'est juste remplacer une monnaie par une autre. Alors que le concept de réforme monétaire va au-delà de cela. Oui, on peut faire un changement ici monétaire, et je le préconise aussi, pour ramener la parité à ce niveau, parce qu'il y a un problème d'encombrement. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un Tesla pareil, qui coûterait 5 000 $ en francs congolais avec des billets de 200, vous aurez des sacs, n'est-ce pas, en main. Et c'est un élément d'insécurité pour vous. Or, si vous aviez une nouvelle monnaie à parité 1 pour la monnaie nationale et le dollar américain, là, vous irez avec un porte-monnaie, c'est pas encombrant et c'est facile. Et donc, il y a cela. Mais il y a aussi des mesures à prendre pour améliorer le système de paiement pour qu'on digitalise. Donc, bref, il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Et c'est comme ça que moi, je parle d'une réforme monétaire. Jamais quand on parle de réforme monétaire, on voit certes le changement aussi monétaire, mais il y a un accompagnement avec des mesures qui portent sur le marché de change et le marché financier ou le système financier. C'est ce que je vois. Et donc, je suggère cela pour que l'on puisse créer un nouvel environnement qui sera propice à la transformation de notre économie. Et ça devait être l'engagement de tous
la Banque centrale du Congo. Bien sûr, c'est une Et action qui va être menée par les le gouvernements, gouvernement avec la Banque centrale comme le technicien, mais ça demande aussi une forte campagne de Mais ça sensibilisation. peut aussi venir de la BCC qui, en tant que Bien sûr, l'autorité monétaire. elle propose ça, mais il y a un gouvernement et c'est au gouvernement de porter cela parce que la mesure est trop importante et il faut vraiment faire intervenir tous les acteurs, en commençant par le président lui-même, parce qu'il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut rassurer la population que ce qu'on fait, c'est pour votre bien, mais nous le ferons avec telle mesure de protection ou telle barrière pour éviter ça, ça, ça. Et impliquer même les acteurs sociaux, les pasteurs, les musiciens, Tout les à fait. comédiens pour communiquer là-dessus, c'est important. Et que devrait faire en fait la Banque centrale du Congo pour peut-être essayer aussi de réorganiser le marché d'échange? Mais il y a des mesures à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. X peut recevoir d'un frère qui habite l'Europe ou l'Amérique 10 000 $ et il se lance sur les rues de Kinshasa avec son enveloppe et commence à faire des échanges. Non. Mais qui contrôle cette masse monétaire? C'est le problème. Or, la Banque centrale mène la politique monétaire. La politique monétaire, pour la mener, il faut avoir un contrôle de la masse monétaire. Quand on n'a pas ce contrôle-là, ça pose problème. Dans les pays développés, si on a créé les bureaux de change, c'est parce que ces bureaux sont organisés. Chaque jour, on peut vous dire qu'on a vendu autant de dollars, acheté autant de dollars, vendu autant de francs, acheté ainsi de suite. Et en fin de journée, vous avez une synthèse. Quand l'information remonte à la Banque centrale, on agrège et on connaît au jour le jour les mouvements. Ce qui fait que la Banque centrale a réellement les leviers de sa politique. Mais ce n'est pas le cas pour nous en RDC. La Banque centrale navigue à vue parce qu'elle ne contrôle pas la masse monétaire. Est-ce que la nouvelle gouverneure qui est là, elle ne donne pas des signaux, signaux positifs? Pour moi, j'aurais bien voulu qu'elle puisse mener certaines actions qu'elle n'a pas menées jusque-là, bon, malheureusement. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'elle puisse mener ces actions-là. Un mot sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, les C'est- compatriotes qui vivent sous le beau de l'insécurité. Non, c'est très préoccupant. Vous pensez que l'accord de paix de Luanda, c'est la solution à la crise qui frappe de plein fouet l'est du pays? Bon, ça, c'est une solution intermédiaire et provisoire. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'il faut réorganiser l'armée, la police, les services de renseignement, leur donner les moyens, les déployer de manière efficace sur l'ensemble du territoire national et leur donner l'occasion de faire le travail qui est le leur. C'est ça ce qui manque. On a pendant des années détruit nous-mêmes notre police, notre armée et les services de renseignement. Les policiers vivent dans quelles conditions? Les militaires, alors qu'ils ont accepté de servir sous le drapeau. On a l'impression d'avoir le même problème dans tout le secteur de la vie nationale. Mais justement, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si nous aimons le pays, c'est qu'on doit protéger, n'est-ce pas, les frontières, l'intégrité territoriale. Mais c'est l'armée qui fait ça. Mais comment voulez-vous avoir une armée efficace si on ne donne pas à l'armée les moyens? On ne paye pas de manière conséquente les militaires alors qu'ils servent le pays. C'est ça ce qu'il faut. Il faut mobiliser beaucoup d'argent au niveau des finances publiques et consacrer une part aussi importante et payer directement et de manière sérieuse. Parce que souvent, il y a eu des détournements de fonds. Je vous donne un exemple encore. Il y a beaucoup d'illustrations en RDC. À l'époque, l'argent reçu des bailleurs de fonds était logé au compte général du Trésor de la Banque centrale. Et lorsqu'il fallait financer le PMUR, on va nous dire qu'il n'y a plus d'argent. Et la Banque centrale, à l'époque, à travers son gouverneur, dirait que non, on a eu à utiliser cet argent pour des dépenses militaires. Et quand il dit ça, le feu général Mouzamabé se plaint pour dire qu'on nous donne des armes et des munitions qui sont incompatibles. Oh là. Donc on a sorti l'argent du pays pour acheter des armes et des munitions qui sont incompatibles. Comment voulez-vous qu'on règle les problèmes à l'Est? Vous voyez tout ça, ça c'est les problèmes qu'il faut régler. Il y a des hommes intelligents dans ce pays, des hommes en uniforme qui ont été bien formés, qui ont fait des grandes études, qui peuvent développer des stratégies militaires pour pouvoir aider à régler les problèmes à l'Est. Mais est-ce qu'on les consulte? Est-ce qu'on leur donne les moyens? Ça, ce sont les questions qu'on doit se poser. Le budget de la sécurité explose. Mais ça explose, mais les résultats sur le terrain ne sont pas au rendez-vous. D'aucuns pourraient dire que Alors le problème, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la chaîne de commandement? Plusieurs chaînes de commandement en même temps? Oui, il y a la qualité de la dépense. Il y a aussi des problèmes d'infiltration. L'ancien président de la Chambre basse, le président Bosso, nous a dit qu'il y a des infiltrés. Moi, quand j'ai entendu cette déclaration du président Mais il ne Bosso, les a jamais dénoncés. mais justement, moi, j'attendais qu'on puisse identifier ces gens-là et qu'on puisse les arrêter. Et quand le président de la République a eu à prendre l'option de remettre la peine de mort, je me dis, ah voilà, Bosso doit être appelé par les services de la justice pour dire qui sont ces traîtres-là, comme ça que la justice s'occupe d'eux à travers l'action du ministre Moutamba. Comme ça, on va régler une question et peut-être ce sera un élément qui va nous permettre de résoudre le problème de l'Est. Mais jusque-là, j'attends, je ne l'ai pas vu. Bon, peut-être que ça viendra, mais on attend, on ose croire que ça va arriver. Mais sinon,
il faut chercher une solution à ce problème de sécurité. Autant d'années, on a perdu beaucoup de nos frères. Alors aujourd'hui, il faut dialoguer ou négocier avec l'opposition politique ou armée ou avec Kagame qui est en fait présenté comme l'instigateur de toutes ces rébellions dans l'est du pays. Bon, vous savez, le PIB du Rwanda, c'est tout ce que le Rwanda produit, ça va, est inférieur au budget de l'État congolais. Ça veut dire que le budget militaire du Rwanda devrait être inférieur au budget militaire de la RDC. Donc on devrait normalement nous avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre hors état de nuire le Rwanda. Des fois c'est un peu honteux, c'est comme si une mouche attaquait un éléphant et l'éléphant est en train de se plaindre. Il faudrait qu'on puisse revoir certaines choses dans notre organisation intérieure pour pouvoir renverser la vapeur. C'est ce que je pense. Donc négocier avec le Rwanda, ce n'est pas une approche sérieuse. Il faut qu'on en fasse, notamment avec cette histoire, parce qu'on a trop perdu de nos frères et sœurs à l'est du pays. Trop, c'est trop, on doit arrêter. Et pour ça, il fallait avec force. Accord de paix, oui, mais retirez vos troupes sans condition et nous renforçons aussi nos rangs pour qu'on puisse nous-mêmes nous prendre en charge. Dans le dernier document qui a été signé, les deux parties conviennent à ce que l'on puisse neutraliser l'FDLR et on ne parle pas du M23. Est-ce que c'est déjà une bataille perdue d'avance sur le plan diplomatique? Bon, pourquoi on n'a pas identifié le M23? C'est ça la grande question qui se pose. Parce que nous, au niveau RDC, nous parlons de M23, eux ne reconnaissent pas ça. Mais alors, cherchons à mettre à découvert tout ça. Mais moi, il y a des rapports au niveau des États-Unis qui parlent de M23. Pourquoi alors on semble éluder la question? Et pourquoi on n'exploite pas tous ces rapports voilà la grande bon question. escient pour que ça Mettons profite? ces rapports, c'est l'ONU. Mettons sur la table et discutons. Et là aussi, certains partenaires extérieurs devraient jouer franc avec nous. Parce que vous êtes là, au niveau des États-Unis. Mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner? Vous dites qu'il faut qu'il y ait la paix dans le monde. Mais la région Afrique centrale est sous l'emprise de cette crise depuis des années. On dit que c'est au contraire. Une des régions stratégiques Voilà. pour l'humanité et même l'éclosion de... Voilà. Un dernier mot peut-être pour nous quitter. Bon, en tout cas, nous avons des défis multiples et la situation n'est pas très bonne. Les Congolais souffrent. Le niveau de vie est très bas. Et la situation ne fait que se détériorer au jour le jour. On doit faire des efforts. Que l'on puisse donc davantage réfléchir et agir pour pouvoir aider les pays à avancer. Là où ça ne marche pas, que l'on prenne le courage de dire que ça ne va pas et qu'on s'ajuste pour avancer. Et s'il faut sanctionner, qu'on sanctionne. Parce qu'on se plaint, il y a des tournements ici et là, on se plaint, mais au final, il faut qu'il y ait des sanctions pour que l'on puisse réellement remettre le pays sur la bonne trajectoire. Sur ces entrées faites, il faudra beaucoup de résilience, beaucoup de courage pour tenir bon, car il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Merci. David-Alexandre Choué, Bomokim, je crois que j'ai bien prononcé les noms, oui. D'être venu. Merci de l'honneur. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes acteur politique et enseignant. C'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Alors à toutes et à tous ceux qui nous avaient suivis, merci de votre confiance. Nous pensons vous retrouver dès la semaine prochaine avec beaucoup d'émissions, beaucoup d'invités qui vont encore défiler sur notre plateau. Qui vont décortiquer l'actu avec beaucoup de détails, beaucoup de pertinence, comme c'était le cas tout à l'heure, avec l'invité qui vous ressemble, qui vous mérite, parce que ici nous considérons que nous devons vous donner ce qu'il y a de mieux à vos yeux et à vos oreilles. Merci et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonsoir chez vous.